Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure 100% Alsace d'actualité régionale. Et c'est Sabrina Killer qui ouvrira le bal sur ce plateau. Dans un instant, on parlera de futsal avec son invité Nicolas Gross. Tanguy Flores, ça sera toute l'actualité de Tchap, avec notamment une ferme urbaine à Strasbourg, le bunker comestible. Judith Davis, actrice et réalisatrice de Tout ce qu'il me reste de la Révolution, un film très actuel sur un certain mal-être aussi de la société française. C'est très drôle cette comédie. On en parlera avec l'intéressé. Roger Siffert, la Chouk, c'est la nouvelle revue. Nosferatu, évidemment, avec un jeu de mots. Vous verrez tout à l'heure l'affiche. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. À la une de ce JT, opération justice morte aujourd'hui dans les tribunaux. Les avocats manifestaient contre la réforme de la justice dans toute la France. À quoi ressembleront les bains municipaux de Strasbourg dans 3 ans? Le projet de rénovation a été officiellement présenté. Et puis à Lingolsheim, plutôt que de louer ou de vendre la maison familiale, une famille l'a transformée en escape game. Ces jeux d'énigmes et d'évasion grandeur nature très à la mode, nos journalistes l'ont testé. Cette journée était donc sous le signe de la justice morte partout en France. Devant le tribunal de Strasbourg, une centaine de professionnels, avocats mais aussi magistrats ou greffiers, se sont réunis en fin de matinée. Aucune audience n'a eu lieu. Les avocats protestent contre un vaste projet de réforme de la justice qui est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. Dans leur viseur, la crainte de voir disparaître des tribunaux d'instance. Ils sont 11 dans la région. Cela pourrait avoir pour conséquence l'apparition de déserts judiciaires qui éloigneraient les citoyens des tribunaux. Les avocats sont aussi très remontés contre le recours annoncé à des plateformes numériques privées pour résoudre certains litiges à l'amiable. On écoute tout de suite la représentante à Strasbourg du syndicat des avocats de France au micro de Mathieu Champvillard. Plus on supprime des lieux de justice, plus on vous incite à aller sur Internet. Donc vous regardez ce que ça donne avec les cartes grises en préfecture, et puis après on se repose la question de savoir si c'est pas grave qu'il n'y ait plus de tribunaux et de lieux de justice dans des villes considérées comme de seconde zone par le gouvernement. Quand toutes les organisations représentatives de la profession, quelles que soient leurs idées, leurs obédiences, sont absolument d'accord pour dire que pour le justiciable c'est terrible, c'est que vraiment il faut nous écouter, il faut nous mettre dans le grand débat national, il faut que la justice soit mise dans le grand débat national. J'incite les citoyens à aller voir, à se renseigner sur la réforme de la justice qui est extrêmement inquiétante. Autre mobilisation à Strasbourg aujourd'hui, celle d'enseignants, de parents d'élèves et d'agents de l'administration. Ils étaient environ 400 pour protester contre le maintien de la semaine de 4 jours et demi dans les écoles de Strasbourg. Une décision prise par la mairie suite à une consultation menée dans les écoles ces derniers mois et qui doit être votée par les 110 conseils d'école d'ici le 1er février. Réaction au micro d'Antonin Godot. On en a assez de ne pas être écouté par la mairie. En juin dernier, on a eu des conseils d'école pour lesquels 85% des écoles de Strasbourg ont voté pour la semaine de 4 jours. Et aujourd'hui, on nous propose, la proposition du maire, c'est une semaine de 4 jours et demi avec une après-midi libérée par semaine. Ils ne savent pas comment l'organiser, ils ne savent pas comment faire. Et on nous impose des choses qui n'ont jamais été demandées ni par les parents d'élèves ni par les enseignants. Le questionnaire qui a été fait a été particulièrement orienté, qu'il n'a pour moi aucune crédibilité parce qu'aucun contrôle. Les parents n'avaient pas un code d'accès ni les enseignants. N'importe qui a pu remplir ce questionnaire. Il suffisait de changer d'adresse mail. Les questionnaires qui ont été créés posent des questions parce qu'ils étaient orientés. Clairement, l'avis était dit tout de suite que 5 jours c'était mieux pour les enfants. Par le biais de ces rythmes, et pas seulement, mais notamment par les rythmes scolaires, on s'aperçoit que ce sont les municipalités qui essaient de prendre la main sur l'organisation de l'école de la République aujourd'hui. En bref, à Kaisersberg, les fortes pluies et la fonte des neiges ont provoqué une coloration anormale de l'eau. Par précaution et en attendant le résultat des analyses de l'Agence régionale de santé, il est donc déconseillé de boire l'eau du robinet et de l'utiliser pour des usages alimentaires. Tout devrait revenir à la normale d'ici 24 heures. Et dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, la rénovation des bains municipaux et visite d'un escape game pas tout à fait comme les autres à Lingolsheim. Cécile Motz.
Piscine extérieure, atelier culinaire, espace bien-être, salles et infrastructures dédiées à la remise en forme. C'est là le futur visage des bains municipaux. Construit au début du 19e siècle et classé monument historique de la Neustadt, ce bâtiment emblématique devait être rénové. L'enjeu des travaux, respecter l'architecture de l'époque tout en y incorporant les exigences contemporaines. Et sur les 4 projets en lice, le lauréat est celui du groupement Eiffage Equalia. Il respecte la charte qu'on s'était donnée, c'est-à-dire un investissement public, une gestion publique et aussi le doublement des horaires d'ouverture du petit et du grand bassin. Et donc pour le même tarif que les autres piscines de l'Eurométropole, on pourra accéder aux petits bains et grands bains rénovés. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est des éléments environnementaux très forts, bien sûr diminuer les pertes énergétiques, les pertes d'eau très importantes, mais aussi créer un jardin de fraîcheur sur un lieu qui était un délaissé, un parking. Les douches publiques, le grand bain, le petit bain et les bains romains seront conservés. Des espaces anciennement laissés à l'abandon seront demain exploités, comme par exemple l'ancienne buanderie. Elle deviendra le nouvel espace bien-être avec spa, sauna, hammam ou encore grotte de sel et jacuzzi. Autre nouveauté, un bassin en plein air ouvert toute l'année et accessible depuis le bâtiment. Quant à l'extérieur des bains municipaux, il sera lui aussi transformé. On va créer ce qu'on appelle, nous, le jardin fraîcheur et qui va venir en pendant sur la partie bien-être. On a voulu conserver et donner une partie harmonieuse dans cet équipement, que ça ne soit pas simplement du bâti et du bâtiment, mais pouvoir avoir un esprit zen pour évidemment les usagers et une poursuite du bien-être qui s'établit sur l'extérieur. Et bien, retrouver des éléments de brumisation, des éléments de jet qui permettent de se rafraîchir en extérieur. Fermé depuis le 23 juin 2018, les travaux devraient débuter en octobre 2019 pour permettre la réouverture du bâtiment fin 2021. Dans l'ancien salon se cache un trésor et dans le garage des documents secrets. Vous êtes ici chez la famille Lams, leur pari, transformer la maison familiale en escape game pour lui donner une deuxième vie. Il y a 2 ans, alors que la grand-mère part en maison de retraite, la question se pose, que faire de la maison ? Les 3 cousins ont alors une idée, pour le moins originale. Chacun de nous avait fait quelques escape games avant et en fait en faisant un escape game ensemble, un jour on s'est dit c'est marrant, c'est vraiment la même déco que chez Mémé. En fouillant la maison, en préparant la brocante, on s'est dit c'est pas possible, on va pas jeter tout ça. Ça correspond vraiment à une ambiance pirate, voilà. On a retrouvé dans le grenier ce moulin à café, donc on s'est dit franchement ça serait super de pouvoir le réutiliser. Et puis après il y a d'autres objets un peu plus, on va dire banals, mais qui finalement font un petit style. Le cabas à course de la grand-mère, au final, il sert ici en déco. Et nous on a plein de souvenirs ici et ça nous permet de réutiliser ce qui a été utilisé pendant des années dans cette maison et en même temps de créer une entreprise, voir l'expérience que ça fait de créer une entreprise et tout en s'amusant, en ayant quelque chose de fun à faire. Décoration énigme, la famille a tout créé avec des amis et des professionnels. Cela fait 1 an qu'ils ont ouvert la première salle de Spielhaus, l'escape game familial. Ici, tout le monde met la main à la pâte. Au départ non initiés, les oncles et pères se sont pris au jeu. Peinture, bricolage, ils font de tout et s'occupent déjà d'une 2e salle. Quand même pas mal de boulot. On a commencé au mois d'avril, là on termine la 2e salle. On travaille presque tous les week-ends. Ça fait plaisir qu'on puisse réutiliser des objets, des meubles, même des bibelots, de la décoration qui datait de notre enfance, quoi. On est en train de mettre en place une 2e salle qui va démarrer à partir de février, je pense. Et ce sera un thème complètement différent de notre première salle. On a utilisé, donc ce sera même pour les sportifs, il y aura même un vélo, on va pouvoir pédaler. Donc un vélo qu'on a récupéré, mon ancien vélo qui date de quand j'avais même pas, 13-14 ans, et qui fonctionne toujours, qui servira donc à trouver des énigmes.
L'escape game accueille de 3 à 6 joueurs, en famille ou entre amis. 60 minutes sont données pour résoudre une énigme. Dans l'ancien salon, il s'agit de retrouver le trésor de Barbe Alsace. Cette famille a mis 46 minutes pour s'emparer du magot du pirate. Chacun a pu parler, écouter les autres, on a tous bien collaboré. Les énigmes étaient vraiment super, donc il a bien fallu écouter les avis des autres, partager. Il faut communiquer, observer, il faut partager. Et justement, c'est ce qui permet de passer un bon moment ensemble, en convivialité avec tout le monde. Bravo aux idées qu'ils ont eues. Il faut trouver ces idées-là qui sont originales, qui sont variées et qui vous permettent de passer 1 heure sans voir le temps passer. En février, une nouvelle salle Mission à 1 million devrait ouvrir ses portes. Le but, retrouver des documents secrets et 1 million de Deutschmark pendant la guerre froide. La transformation des lieux se poursuit. Les nombreuses salles à l'étage de la maison donnent déjà plusieurs idées. Et direction Paris à présent pour lancer la première soirée 2019 du Club des 100 de la Maison de l'Alsace. Rien de mieux qu'un des plus célèbres ambassadeurs de la région. Pierre Hermé, élu meilleur pâtissier du monde en 2016, Nora Boiriois. C'est avec 3 galettes que le roi de la pâtisserie Pierre Hermé est venu célébrer le premier événement de l'année à la Maison de l'Alsace. Élu meilleur pâtissier du monde en 2016, l'Alsacien fait figure d'exemple en matière de réussite à l'international, avec près de 50 points de diffusion à travers la planète, un véritable ambassadeur de l'Alsace. Alors, je reste attaché à cette région aujourd'hui, les macarons et chocolats que l'on vend dans le monde sont fabriqués en Alsace à Wittenheim. Donc c'est un témoignage de mon attachement à la région, mais pas que. Et j'aime beaucoup aussi les Alsaciens et la culture alsacienne et la gastronomie alsacienne. Une 60aine d'Alsaciens étaient conviés à cette soirée. Derrière l'aspect convivial, l'idée ici reste de favoriser le développement économique et le rayonnement de l'Alsace. C'est un privilège pouvoir déguster les galettes des rois Pierre Hermé en présence et sous le haut patronage de Pierre Hermé. C'est en effet un réel privilège et ça illustre encore une fois toute l'attractivité, toute la symbolique et la chance que nous avons d'avoir cette maison en Alsace au 39 avenue des Champs-Élysées, véritable ambassade de l'Alsace à l'international, comme l'atteste encore une fois la présence de Pierre Hermé et de toutes ces autres personnalités. Après ces retrouvailles informelles, le Club des 100 enchaînera sur un programme plus politique. Les prochaines rencontres évoqueront la nouvelle collectivité alsacienne. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour d'Oliviane. Malgré les circonstances dramatiques, Strasbourg a été la destination la plus prisée des voyageurs étrangers pendant les vacances de Noël. Strasbourg est largement en tête devant Lyon, Lille et Bordeaux, Colmar se classant 7e. Ce sont essentiellement les touristes américains et anglais qui choisissent les villes alsaciennes. En revanche, un autre classement est passé plutôt inaperçu cette année, celui du meilleur marché de Noël. Strasbourg espérait reconquérir son titre, mais ne finit que 3e derrière Tallinn et Budapest. Colmar n'apparaît même plus dans ce classement. Voilà, merci Anna pour ces informations. Place au plateau du soir. Tanguy Flores nous rejoint avec Sabrina Keller. Venez Judith Davis, actrice et réalisatrice. Avec nous Nicolas Gross et on ne le présente plus, Roger Siffer. Ça c'est une entrée façon chouk, hein, voilà, c'est sûr. Ça fait combien d'années maintenant qu'on croise à la chouk notre Roger Siffer. Dans un instant on va parler de ce Nosferatu qui est la nouvelle revue de la chouk. Juste avant un petit clin d'œil, un petit coup d'œil sur la météo. C'est parti. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et en ce mercredi, c'est une journée mitigée. Vous allez avoir beaucoup de nuages sur l'ensemble du Bas-Rhin ou encore de Karlsruhe jusqu'à Kiel. Partout ailleurs,
éclaircies et passages nuageux. Côté température, il fera 0 degré de Baden-Baden en passant par Fribourg ou encore Pratteln, 1 degré sur l'ensemble du Haut-Rhin, 3 degrés dans le Bas-Rhin ainsi qu'à Karlsruhe. On passe à votre après-midi. Eh bien, beaucoup plus de soleil partout et toujours des passages nuageux. Les températures, quant à elles seront comprises entre 5 et 7 degrés, 7 degrés étant la maximale à Fribourg, 6 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin jusque dans le nord de la Suisse, 5 degrés si vous êtes dans le Bas-Rhin ou encore de Karlsruhe à Kehl. Que va-t-il se passer en ce jeudi? Eh bien, éclaircies, passage nuageux en Alsace, beaucoup plus de nuages cette fois-ci chez nos voisins allemands et les valeurs iront jusqu'à 7 degrés, notamment en Alsace. En ce mercredi, nous célébrons les Marcel. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 8h15 pour nous dire au revoir à 17h06. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec CroisiEurope. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et l'invité de la rédaction ce soir, Roger Siffert, fondateur de la Chouk. On va parler de Nosferatu. C'est la combienième revue? C'est la 25e revue satirique et la 35e saison à la Chouk. Alors Judith, qui est comédienne et réalisatrice, on parlera de votre film tout à l'heure. Grand métier ce garçon sur les revues satiriques. Il est dû à quoi le succès de la Chouk d'année en année? Une certaine insolence, une certaine rigueur aussi, et du travail et un petit peu d'imagination, je suppose. Voilà, et évidemment c'est de la revue, toujours satirique, un peu politique. Oui, et les politiques nous rattrapent bien. Hein. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas trop l'actualité, c'est ce futur mariage Bas-Rhin-Haut-Rhin. Voilà, c'est l'union contre nature du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. C'est pour ça que ça s'appelle Nosferatu, et c'est le département de la Moselle qui évidemment joue le rôle du vampire, puisque la Moselle voudrait faire ménage à trois avec nous, voilà. Voilà, ils ont déjà vu les gens du Grand Est un petit peu cette nouvelle revue? Il y a une partie des politiques qui viennent, il y en a d'autres qui s'annoncent. Il y en a, mais comme dit, je suis vachement content parce que avec ce qui sort aujourd'hui et la candidature de Herman, par exemple, ça nous rattrape vraiment. Nous, on a un western entre Bis et qui s'entretuent et Herman joue le croque-mort. Et aujourd'hui, ça sort dans l'ADN. Je veux dire, ils sont formidables, ces politiques. Voilà. Après toutes ces années, la recette est un peu la même. Des sketchs, des chansons. Et c'est l'actualité de la région, ça bouge pas. Ça bouge pas, et ce qui bouge pas non plus, et qui est de la folie, c'est qu'on fait je le dis pour la comédienne, on fait 2 revues en même temps, dans 2 salles différentes, avec les mêmes comédiens qui courent d'une salle à l'autre, une revue en français, une revue en alsacien, et c'est pas forcément les mêmes sketchs, et tu joues pas forcément le même rôle, tu peux être une fois le voleur, une fois le gendarme, alors ça fait des... C'est plus drôle en alsacien ? C'est différent, la langue alsacienne, c'est une langue rurale et savoureuse qui est extrêmement grasse. Alors que la langue française, c'est plus une langue d'esprit qui joue sur le jeu de mots. Donc le public francophone aime plus la politique, le public alsacien aime plus le nonsense ou même un peu de scatologie, ça les dérange pas. Voilà, ça c'est les Alsaciens. Voilà, petit extrait, regardez, c'est parti. Les Chinois, ils vont faire marcher les magasins, ils vont faire marcher les restaurants, ils vont faire marcher l'économie avec leur monnaie de là-bas, le nem. C'est le yuan. Oui, à vos souhaits. Hein. Et alors, ça sera une grande randonnée pour Colmar. Non, c'est pas la randonnée, c'est la renommée. Ouais, je sais comment, qu'est-ce que j'ai disais. Et puis le chinois, c'est une belle langue, moi je commence à l'apprendre. Vous savez comment, par exemple, on dit un chien en chinois? Ah non. On dit waouh. Vous savez comment on dit pour 2 chiens? Ah non. Ah waouh, ouais, mais c'est pas le chinois. Vous savez ce qu'on dit d'un chien qui aboie? Ah, pas du tout. Qu'il n'est pas assez cuit. Monsieur Chingali, bébé, que cette renommée ne vous fasse pas perdre votre yin et votre yang. Mais je ne connais même pas ces deux-là. Alors qu'on explique bien le tour de force, vous en parliez à l'instant, c'est que les 2 comédiens-là qu'on voit vont à un moment donné partir sur l'autre scène. Oui, absolument. En alsacien. On l'a fait en français là, voilà, Judith pour vous, qui ne comprenez pas trop le dialecte alsacien, je vous comprends. Voilà. C'est totalement schizophrène comme truc. C'est schizophrène. Il arrive d'ailleurs qu'on se trompe de langue. Une fois, j'ai fait une conférence, je suis sorti, j'ai dit aux collègues, j'ai dit putain, ils sont à chier. Ils n'ont pas ri une seule fois, mais parce que j'avais fait toute ma conférence en alsacien dans le public français. Ah oui, donc ils étaient respectueux.
croyaient que je faisais un gag. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est en fait Gilbert Meyer, le maire de Colmar. Voilà, c'est votre chouchou. Puisqu'on est interdit de séjour à Colmar, il a droit à un sketch tous les ans. Voilà. Donc cette année, il apprend le chinois parce qu'il y a eu une télé-réalité qui a tourné à Colmar et qui fait qu'il y a des centaines et des milliers de Chinois qui viennent. Il a même demandé à ce que les commerçants apprennent le chinois. Donc il explique la Chine à sa secrétaire. Ce maire que vous avez longtemps dit qu'il était bac-5, vous le dites plus là? Non, on le dit toujours. Il mais vous a attaqué parce qu'on a dit que c'était bac-5, on n'a plus le droit de jouer à Colmar. On est interdit de séjour, mais on s'en fout. On joue à côté à Munzenheim et tout Colmar vient nous voir dans la ville voisine. Ça veut dire qu'il y a des politiques qui vous gardent un chien de leur chaîne quand même. Il y en a qui sont rancuniers, il y en a qui sont rancuniers, il y en a qui sont aussi plus vaches. Par exemple, une année, Robert Herrmann, puisqu'on a parlé, a téléphoné à la secrétaire en disant est-ce qu'il y a un sketch sur moi? Et la secrétaire a répondu non, je crois pas, alors je viens pas. Ah oui, d'accord. on y va aussi qu'on est un peu star de l'art. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on en parle. Donc vous avez bien compris que les politiques en prennent quand même plein leur grade. Est-ce que la nouvelle génération est un peu plus lisse? Avant, il y avait les Meyer, il y avait les Robert Grossman, on connaissait les frasques de ces hommes politiques. Mais on a fait revenir Grossman. Il est à la retraite et il s'emmerde, alors il est redresseur de maire. Et il va redresser le maire de Mulhouse. Il vous manquait aussi peut-être, justement, c'est d'où la question de Lionel, il vous manquait peut-être. Mais les nouveaux personnages ne sont pas intéressants. Les nouveaux, on peut rien faire sur Fontanelle, on peut rien faire sur Bis. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont lisses. Même le maire, je l'ai souvent dit. Roland, j'ai dit fais-nous une connerie qu'on puisse faire un sketch. Parce qu'il est, je veux dire, Gilbert Meyer, c'est de Laurent Barre. Si tu prends la locale des DN ou de l'Alsace, tu n'as pas besoin d'écrire le sketch. Tu dis juste ce qu'il a raconté. C'est merveilleux. Et Grossman avec son côté hurleur et qui a perdu la mémoire et qui ne sait plus les livres qu'il a écrits, c'est un rôle que je fais moi. J'ai un plaisir énorme à le faire. Alors quand on invite comme ça un petit peu pour de la promo, on se dit toujours c'est bon, ça va faire des entrées pour le cinéma, pour vous le 6 février, on en parlera dans un instant, pour la Chouk aussi. Ben non, c'est complet. C'est complet et c'est complet jusqu'au 24 mars. Non, je peux annoncer quand même qu'on va prolonger de 8 jours, puis de 15 jours, puis de 3 semaines et après on arrête et on part un petit peu dans les villes. Et ce soir, on a les Belettes, ça c'est hors programme. Ouais. C'est un gala qu'on fait au profit des enfants de Madagascar. La semaine prochaine, hors programme, on a Mamzelle avec Cathy Bernecker. Il y a du spectacle tout le temps. Il y a tout le temps, mais on est obligé de travailler beaucoup parce que... Voilà, et ça marche parce que justement on tape sur les élus locaux, ça fait rire, c'est ça qui marche le mieux selon vous, c'est ça qui fait rire? Il y a des choses qui font rire, particulièrement dans le public francophone, mais dans le public dialectophone, tout ce qui est nonsense fonctionne beaucoup mieux. Je veux dire, il y a une expression alsacienne pour dire vraiment que tu es tombé au fond, tu es vraiment une grosse merde. En alsacien on dit « amort politique », il fait de la politique, ça veut dire que vraiment il touche le fond. Donc le public dialectophone n'aime pas trop les sketchs politiques, il aime bien les coups de savate, etc. Mais il préfère des situations plus... Et vous y connaissez mieux en politique après 25 ans où on écrit sur les politiques? Moi, j'ai du respect pour les politiques dans la mesure où je touche jamais à leur vie privée, par exemple. Ouais. On peut que grossir le défaut. Je veux dire que Grossman, en faire là un type qui hurle, c'est aussi simple que ça. Gilbert Meyer, en faisant un débile, c'est même pas la peine de grossir le trait. Je veux dire, on va se faire des copains. Voilà. Gilbert, si tu nous écoutes. Alors, c'est complet jusqu'au 24 mars. Par contre, il y a tout un autre programme. Toutes les informations sont à suivre sur le site du théâtre de la Choucrouterie, de la Chouk évidemment. Noce feras-tu. Vous restez avec nous, Roger Siffert. Ce que je vous propose, c'est notre femme de foot, Sabrina Keller. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Et chaque semaine, Sabrina, quelqu'un à l'honneur. Oui, bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Plein de belles choses déjà pour cette nouvelle année. Une pensée particulière pour les supporters du Racing. On en a là un ce soir et les femmes de foot. Ouais, ça marche plutôt pas mal. Donc mon coup de cœur ce soir, c'est Nicolas Gross. Il est créateur d'un événement prestigieux en Alsace, l'European Football Cup. J'ai eu du mal. Nicolas, c'est la 4e édition. Comment vous est venue l'idée et l'envie de créer cet événement ? Alors bonsoir tout le monde. Alors l'idée elle est venue en fait, je suis éducateur au Racing depuis 10 ans, des U11. Ouais. Et en me déplaçant sur des tournois nationaux, en discutant avec les entraîneurs d'autres clubs professionnels, on s'est rendu compte que contrairement à d'autres périodes dans l'année, sur la période hivernale, il n'y a pas grand-chose qui est organisé en France, contrairement à l'Allemagne qui en fait beaucoup. Et donc on m'a un petit peu poussé, les amis m'ont un petit peu poussé à organiser quelque chose, donc je me suis dit je me lance et puis finalement et c'était une belle chose, hein. C'est une ascension plutôt fulgurante car les plus gros clubs européens viennent en Alsace à cette période. Pourquoi, à votre avis ?
Alors j'ai fait de cet événement... Vous les chouchoutez, hein? Voilà, je les chouchoute. J'ai fait de cet événement... je m'en occupe comme si c'était des joueurs professionnels. Donc j'essaye vraiment de les mettre dans les meilleures dispositions. Je gère tout de A à Z, le déplacement. Donc en les avion, hôtels sont en train, payés, on voit là. L'hôtel, la restauration aussi. Le soir, ils mangent au restaurant. Toutes les délégations où les enfants ne parlent pas français sont tous hébergés à l'hôtel Novotel au centre-ville à Strasbourg. Ah ouais. Les équipes, Classe. voilà, les équipes françaises, c'est sympa aussi. Les enfants, ils dorment dans des familles d'accueil. Et vous mélangez en plus la culture et le sport, c'est-à-dire qu'il y a des poules, Lionel. Du coup, quand ils ne jouent pas, ils peuvent faire la visite de la ville. Donc c'est assez attrayant. Ouais, exactement. Donc en fait, alors c'est aussi pour limiter un petit peu le temps d'attente entre les matchs parce que ces clubs, quand ils viennent, ils aiment bien que justement tout soit huilé. Le samedi, en fait, il y a deux groupes qui se disputent le matin et 2 groupes qui se disputent l'après-midi. Donc ça laisse une demi-journée de libre à toutes les équipes et ça leur permet justement de visiter Strasbourg, de faire des activités. Qui ont été les vainqueurs là, des premières éditions? Alors en 2016, c'était le Racing Club de Lens pour la première édition. En 2017, c'était le VfB Stuttgart et l'an dernier, le Benfica Lisbonne. Et est-ce qu'on peut imaginer cette année une finale RCSA-Barça, puisque vous avez le Barça, le Barça vient à Strasbourg. Racing Barça, c'est pas mal. Ouais. Alors ça serait bien, ça serait super, ouais, forcément. Donc oui, on peut imaginer. On parle de U11, donc ce sont vraiment des tout petits, hein, mais est-ce qu'il y a des agents qui se déplacent dans ces tournois? Alors des agents, la vérité. Non, des agents peut-être pas. Par contre, des recruteurs certainement. C'est arrivé les précédentes éditions. On recherche le Mbappé, quoi. Ouais, je ne sais pas si on recherche le Mbappé. Après, c'est souvent aussi de la curiosité. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu des recrutements. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les éducateurs. Ils font un métier assez extraordinaire. On connaît toujours que l'équipe 1, mais vous travaillez énormément. C'est quoi la qualité pour vous fondamentale pour être un bon éducateur? Alors pour moi, c'est l'investissement. Parce que je pense qu'il ne faut pas compter tous les niveaux. C'est énormément de temps, énormément d'énergie. Et je pense que si on n'est pas investi à 100%... Beaucoup de patience aussi, j'imagine. Ouais, de la patience. Quand on aime, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément besoin d'être patient. Et puis à cet âge-là, on commence quand même à comprendre les choses. Mais c'est surtout l'investissement. Pour revenir au tournoi, quels sont les tarifs d'entrée? On peut en parler, les dates, on va les rappeler. C'est le 26 Donc le 26 et 27 janvier au gymnase de la Rotonde à Strasbourg. Donc le tarif pour le samedi est de 5 € ou alors il y a un pass 2 jours à 7 €, sachant que tous les fonds sont reversés à l'association du FC Oberhausbergen et sur chaque billet il y a un euro. 1 euro sera remis à l'association Femmes de Foot, on le remettra pour des enfants malades. C'était grand plaisir. Notre deal. Donc il faut y aller, nombreux, voir ces petits talents. Il y a une phrase au centre de formation, quand on rentre dans le centre de formation, qui dit « Apprends à être petit pour devenir grand ». Donc moi, je pense qu'il faut y aller, voir ces petits, et peut-être qu'il y a le futur Mbappé ou Zidane. Et bien encore un bel invité que vous nous avez proposé ce soir. Voilà, vous avez un petit tas des lieux comme ça de notre activité alsacienne. Dans un instant, c'est Judith Davis avec nous, actrice, réalisatrice. Tout ce qu'il me reste de la Révolution, c'est un très bon premier film. C'est juste après ça. Et avec nous, elle est actrice et réalisatrice. Judith Davis signe un excellent Tout ce qu'il me reste de la Révolution, qui a même obtenu le prix du jury du Festival d'Angoulême. Ça commence bien. Ça commence bien. Voilà, là-dessus ça part bien, sachant que pour faire un premier film, il faut un petit peu de sous, pas trop parce qu'on n'en a pas, et que c'est maman qui faisait pas mal la cuisine aux comédiens. C'est ça? Absolument. Il paraît que la tourte aux courgettes faite par maman, le prêt des décors et tout ça, tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'y est mis. Voilà, c'est un premier film, je vous dis. Si je vous dis que c'est un film qui est très actuel, dans le climat un petit peu compliqué, avec le mal-être que traverse une partie de la société française, est-ce que vous dites qu'il tombe au bon moment? Oui, on peut dire ça. C'est un film que j'écris que j'ai commencé à écrire il y a longtemps. Il a mis du temps à être produit. Voilà, donc les choses, ça prend du temps de faire un film. Mais c'est vrai que c'est un film qui parle d'une grande difficulté et d'une souffrance, je pense, que beaucoup de gens ressentent de ne pas réussir à vivre en accord avec ses convictions. Et je pense que ça, qu'on soit cadre sup ou un télo précaire ou carrément ouvrier, je pense que c'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup de monde. Et c'est aussi un film qui dit que la colère, je pense, est ressentie par beaucoup de gens, qu'elle soit assumée, revendiquée, conscientisée par Angèle, qui est le personnage principal du film,
ou comme un personnage comme Stéphane, qui est cadre sup dans une entreprise, qui est le beau-frère d'Angèle dans le film. Qu'on va voir dans quelques instants, exactement, qui lui a une colère beaucoup plus refoulée. Je pense que c'est effectivement un sentiment qui est en train de prendre de plus en plus de place. La scène du coup de gueule du beau-frère, Voilà. c'est quelque chose à voir. Alors vous êtes effectivement Angèle dans le film, elle s'interroge sur la cité, la citoyenneté, le collectif, sur sa mère, sur son travail. Elle veut évidemment changer le monde, vous allez vous en rendre compte. C'est une militante écorchée qui refuse un petit peu la société d'aujourd'hui, sauf qu'un jour elle va se faire virer de son entreprise et s'engager dans un collectif pour changer le monde en quelque sorte. Regardez. Au jour d'aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est en ce moment, et c'est très clair, on ne peut pas se permettre de garder un deuxième salarié. Je suis vraiment désolée. C'est le monde qui est comme ça. Tu sais ce qu'elle te dit, la génération Prozac? Nous, à notre époque, c'était différent. C'est vrai que vous avez pas de chance. Ça! Tu vas adopter le style de la maison? Hein? Je retourne ma veste. Et voilà! Angèle, on se détend là. Viré du jour au lendemain par des patrons de gauche, ça s'appelle des raisons concrètes d'être en colère. Je suis pas en train de faire une déprime parce que j'ai pas mis d'après-shampoing. Monsieur, la dame, elle a fait un zizi sur la banque. En fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi. De toute façon, c'est à peu près la même idée générale. Enfin, les doigts, les zizis. Tu sais que ça va être l'anniversaire de maman? Je crois qu'elle aimerait te voir. Et ma mère, elle a abandonné son combat politique. Elle est partie du jour au lendemain, elle a trahi, elle a tout quitté. Ta mère, elle a peut-être juste ouvert les yeux. Réalisé que le monde était absurde, que la vie était absurde. Pourquoi on vit comme on vit? Pourquoi on fait certains choix? Mais pourquoi? Mais tu grandis un peu, Angèle? C'est dingue, on peut plus la poser, la question du pourquoi? Eh ben non, on peut plus la poser. Et pourquoi? Je pensais que t'étais quelqu'un qui avait pas peur de s'engager. Bah, il m'a proposé qu'on s'installe ensemble, mais la vie à deux, là, j'ai pas le temps. Je me vois encore, je devais avoir 13 ans, et je dis à mon père que mon rêve, c'est d'inventer des idées pour changer le monde. Mais c'est difficile de passer de la théorie à la pratique. Ça m'arrive souvent de rêver que je suis nazie. Enfin, pas forcément nazie directement, mais Emmanuel est dentiste. Ouais. Voilà, ça sort le 6 février, vous pourrez le voir ce soir 20h15 au Star Syntex et Judith Davis est notre invitée. Parlons de ce monde du travail qui est vraiment dépeint dans le film comme terrible, comme très négatif. C'est soit précaire, soit ça rend fou, soit c'est aliénant. Est-ce qu'il n'y a pas d'épanouissement dans le monde du travail possible ? Si, je l'espère, j'ai envie d'y croire. Vous en êtes un bon exemple. Dans le monde du oui, travail, alors vous épanouissez dans ce que vous faites. oui, c'est vrai, j'essaie de m'épanouir. Après, c'est compliqué, monter un film qui n'est pas dans les cases préfabriquées, voilà, dans lesquelles on attend qu'un film soit, c'est aussi très difficile. Mais sous couvert de l'humour, c'est très négatif tout le discours qu'il y a. C'est le boulot, c'est la précarité, ça rend fou. Il y a pas, c'est presque no way, voilà, derrière cela. Non, je crois pas. Je crois que bon, déjà, je passe par l'humour parce que c'est vrai que c'est important de rire ensemble de ce qui nous aliène, de ce qui nous rend fou. J'essaie surtout de dépeindre un climat, un monde du travail où les mots ne veulent pratiquement plus rien dire et ne recouvrent aucune réalité et on se dit. Ou alors il y a des mécanismes de servitude volontaire où celui qui est en train d'appliquer les nouvelles règles de management se retrouve lui-même la victime de ce qu'il est en train de mettre en place et ça c'est inadmissible. Et à côté de ça, il y a Saïd qui est votre compagnon, une belle rencontre dans le film qui est drôle d'ailleurs. Tout à fait, interprété par Malik Zidi. Il faut s'obliger à être enthousiaste. Voilà. Ouais. Marre des pessimistes et du négativisme, devenons enthousiastes. Voilà, mais donc c'est vrai que c'est peut-être lui ou le personnage de la mère interprété par Mireille Perrier qui vivent un rapport au travail peut-être plus épanouissant parce qu'il y a aussi une échelle plus petite. Je pense qu'il y a un problème de la globalisation fait qu'on est de plus en plus accablé par un monde devant lequel on ne sait plus où donner de la tête. On a l'impression d'être sur tous les fronts à la fois, donc nulle part. Et c'est vrai que sur une échelle plus petite, c'est parfois plus facile ou en tout cas plus humain de s'engager ou de se retrouver. Saïd parle d'enthousiasme, c'est vrai que c'est un personnage clé, important et qui est peut-être en accord avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de violence qui est exprimée et on peut l'expliquer, elle est rationnelle. Il y a un monde qui est tellement violent qu'effectivement il y a une colère qui a besoin de sortir, en tout cas c'est inévitable. Il y a aussi, je pense, une joie d'être ensemble qui est en train d'être retrouvée. Et c'est pas à négliger, la joie d'être ensemble. C'est ce qu'on retrouve dans le film, avec ce collectif, exactement. avec les gens qui peuvent se reparler. Angèle essaie de comprendre le monde et ses amis appellent à un monde où il n'y a pas vraiment de leader, c'est ça ?
pas vraiment de leader, c'est compliqué. Aujourd'hui, on nous bassine avec une espèce de modèle démocratique, ou en tout cas d'idéal démocratique qui, à mon sens, est une coquille vide. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de partager la responsabilité ? Qu'est-ce que c'est que de partager la décision sans être tout le temps rattrapé par des compromis, voire des compromissions ou des choses infiniment molles ? Eh ben, c'est difficile. Et en même temps, ce collectif auquel Angèle appartient, c'est peut-être dérisoire, mais moi, j'ai vraiment besoin que ça devienne nécessaire. Donc c'est le mouvement du film, de toujours passer par l'humour pour être dans l'autodérision et montrer qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis, c'est difficile d'être ensemble, mais on peut aussi décider de prendre tous ces questionnements et ces rassemblements au sérieux et de penser qu'il en va quand même de notre dignité humaine, d'un moment donné, essayer de partager la parole. Et dans le film, Angèle est fille d'un ancien maoïste en 68, d'une maman qui était militante, mais la mère et la fille, pour un quiproquo, vont se faire la gueule pendant des années, parce que la mère, elle arrête le militantisme en 97, sous Jospin. Ça va, elle en a fait quand même pas mal. C'est 68, c'est cette période-là où vous auriez aimé, vous, naître et... comme vos parents, comme Roger qui est ici, c'est cette génération-là ? Non, j'ai pas de regret par rapport à ça. Je suis fâchée qu'on juge l'engagement politique toujours à l'aune du même totem et qu'on discrédite toutes les formes d'engagement qui sont aujourd'hui dans un monde qui a basculé, qui n'est plus le même. Donc je tiens à valoriser toutes les formes de rassemblement et de ne pas les considérer comme des petits feux méprisables ou négligeables. C'est un film politique. C'est un film politique. Voilà, ne le manquez pas, vous. Ce soir, sinon ça sortira le 6 février. Là, il faut vous dépêcher. Avant-première, 20h15 au Star Syntex. Dans 5 petites minutes, je vous laisserai retrouver le public du Star Syntex où vous allez présenter votre film. Avant cela, c'est l'actualité de Chap avec Tanguy. Derrière la gare de Strasbourg, il y a une ancienne poudrière allemande du 19e siècle. Et dans cette poudrière allemande du 19e siècle, eh bien, on fait pousser des champignons. Ça s'appelle bunker comestible. Et c'est l'agriculture du futur, agriculture urbaine. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ce principe. C'est l'agriculture qui revient dans les villes. On cultive bio, agriculture raisonnée, et c'est mené par une petite équipe qui a décidé... Un petit collectif. C'est ça, qui a décidé de redonner un petit peu une autre couleur à l'agriculture, beaucoup moins consumériste. Alors là, on fait des pousses, des endives, des champignons dans un bunker. Ça sert de laboratoire de recherche. Aussi, on imagine l'agriculture du futur sur une toute petite surface. Ça fait 150 mètres carrés à peine. Et c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. On peut faire son petit panier de légumes, son petit panier de champignons. Et c'est fabriqué à une température 10, 12, 14 degrés dans le noir avec des LED dans un bunker. Et ça marche. Et ça marche plutôt pas mal. Et je trouve que l'idée est quand même assez dingue de se dire, dans un vieux bunker, on fait pousser des champignons aujourd'hui. Et c'est peut-être l'agriculture d'avenir, en tout cas, cette idée sème partout dans le monde. Et Strasbourg sert de site pilote. Regardez. Alors ici, on est dans une ancienne poudrière qui a été construite par les Allemands à la fin du 19e siècle. Donc c'est situé juste derrière la gare de Strasbourg, rue des Remparts. On fait pousser en ce moment des shiitakes et des pleurotes. Et on va essayer de multiplier les variétés aussi. On n'a pas encore essayé de tout faire pousser, mais l'endive pousse très bien ici, ainsi que le champignon. On est dans la recherche de ce que pourrait être l'agriculture dans le futur plutôt, je dirais. Il y a possibilité pour l'agriculture de se réapproprier les villes. Après, la ville et la campagne ont quand même une relation très importante qui je pense, est irremplaçable. Voilà, c'est à goûter. C'est à goûter, ouais. Et puis je trouve que l'initiative est quand même plutôt géniale parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur cette génération un petit peu en colère qui essaie de changer les choses. On y est, sur l'agriculture qui réapprend les villes, on sert de laboratoire de recherche, on consomme différemment, on pense différemment, on rigole différemment. Tout ça, c'est quand même le signe d'un monde qui change et pour de belles initiatives comme ça. Avec une fabrique à bonheur maintenant. Ouais, fabrique à bonheur, on a plutôt fait la gueule au mois de décembre à Strasbourg. Eh bien, il y a un petit collectif d'artistes derrière la porte de l'hôpital à Strasbourg qui se réunit et depuis quelques mois, ils fabriquent des petits bijoux, ils fabriquent des dessins, il y a un atelier, il y a une boutique et ça s'appelle la fabrique à bonheur. On y va là-bas, on peut discuter avec eux, acheter des petits bijoux, voir comment ils travaillent et c'est plutôt une bonne idée, une bonne initiative avec des artistes locaux qui ont envie de se promouvoir aussi d'une autre manière. Regardez.
Ici, on a 4 créateurs. Aux Herbes Folles, il y a 24 créateurs qui sont représentés. Alors, on propose toutes sortes de créations faites à la main. Chaque création a une histoire. Ici, quand vous achetez un objet, c'est toujours fait avec passion. Alors, je travaille qu'avec des pierres fines. Donc que des pierres naturelles, que des matériaux naturels, de l'argent massif, de l'acier inoxydable. Des matériaux que je trouve soit en Allemagne, soit à Sainte-Marie-aux-Mines. J'essaye de privilégier la proximité. Moi, je m'appelle Élise Mutz, je suis illustratrice et donc j'ai créé la marque Le Cocon de Zou. Donc je fais des illustrations principalement à base d'aquarelle, mais je mélange plusieurs techniques aussi. Je fais beaucoup de tableaux. Et après, en fait, soit les personnes peuvent acheter les originaux et puis je les décline sur différents supports. Je teste encore d'autres supports, notamment je crée des aquariums sans entretien à base de feutrine, papier découpé, etc. Voilà, j'essaye de travailler aussi un peu dans le volume. Voilà pour l'actualité chat. Merci beaucoup Tanguy. Allez, 30 secondes encore avec Judith Davis sur ce film, Tout ce qu'il me reste de la Révolution, qui sortira le 6 février. Est-ce que vous êtes autant écorchée, militante écorchée que Angèle, que vous interprétez dans le film ? C'est moins pire, parce que sinon c'est pas drôle. Compliqué de tourner et de réaliser en même temps ? Non, en fait, comme je viens d'un collectif d'acteurs, l'avantage du doute, dont tous les acteurs sont présents dans le film. C'est plutôt une habitude en fait de jouer et d'être un peu dedans, dehors en même temps. Mais j'ai pu le faire grâce à Claire Dumas qui joue le rôle de Léonore et qui a vraiment été un regard extérieur de talent. Voilà, ne manquez pas ce film, ça sortira le 6 février. Tu vois, Roger, elle passe elle aussi d'un un peu schizophrène comme ça, de la caméra, comme tes acteurs à la Chouk. Absolument, et on balaye à la fin. Et on balaye. Tout ce qui reste de la Révolution, la Chouk, c'est les deux grosses actualités. Bonne route à vous, on va continuer à vous suivre avec Sabrina Keller. Et nous reparle de suite dans l'actualité avec le tour des cantons. Je vous dis salut, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 19h. Salut. Cette déclaration commune, c'est, je l'ai dit, du cousu humain. C'est la volonté de faire de la collectivité d'Alsace une collectivité en avance par rapport à ce que pourra être le schéma institutionnel demain, c'est-à-dire de partir de la base des compétences départementales des 2 départements alsaciens pour créer une collectivité dotée de compétences particulières et supplémentaires. Le 29 octobre dernier, Édouard Philippe a annoncé la signature d'un accord entre le gouvernement et les présidents des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. L'accord ainsi signé vise à la création en 2021 d'un super département d'Alsace au sein de la région Grand Est. Une signature qui annonce le retour de l'Alsace sur les cartes de France et met un terme à des mois de négociations pour faire reconnaître le désir d'Alsace de populations qui n'avaient pas digéré de voir leur région se fondre dans le Grand Est. Déjà en septembre 2016, soit quelques mois à peine après le début de la Grande Région, les 2 exécutifs départementaux annonçaient publiquement leur désir de voir l'Alsace redevenir une réalité institutionnelle. Ma priorité, c'est que nous étudions collectivement dès les prochaines semaines et avant les présidentielles toutes les options qui peuvent s'ouvrir à nous, sans tabou, pour que l'Alsace, réalité humaine, citoyenne, économique, redevienne une réalité institutionnelle et politique. Un an plus tard, après avoir mené un important lobbying alsacien auprès du président nouvellement élu, les lignes bougent au sommet de l'État. Au mois de novembre 2017, lors d'une rencontre avec le président de la République, le président de la République nous a dit « on peut imaginer une entité particulière pour l'Alsace, mais à une condition, c'est qu'elle reste dans le Grand Est. » Nous sommes des élus républicains, nous sommes alsaciens, nous avons décidé avec Frédéric Biry de tenter cette aventure avec le gouvernement, à savoir de travailler ensemble sur un projet de collectivité Alsace. Les élus élaborent donc un projet de collectivité alsacienne basé sur l'échelon départemental, renforcer de nouvelles compétences cédées par la région et l'État. Une déclaration commune Cap vers l'Alsace est signée en février par 130 élus et personnalités alsaciennes.
Au printemps, une consultation citoyenne rassemble quelques 13 000 participations qui viennent appuyer le projet. Parallèlement, le gouvernement confie au préfet Marx la réalisation d'un rapport sur l'avenir institutionnel de l'Alsace. La machine est lancée. De l'État, nous souhaitons pouvoir récupérer les routes nationales, le transfrontalier et l'apprentissage des langues, et notamment l'allemand. Pour nous, c'est un enjeu majeur. Il y a 3% de chômage en Allemagne, donc la possibilité de placer les jeunes, de placer des chômeurs de longue durée en Allemagne, c'est quelque chose qu'on construit, mais un des handicaps que nous vivons au quotidien, c'est la connaissance de la langue. Donc nous, la dynamique économique de notre territoire, la dynamique de l'emploi dépend directement d'un travail partenarial qu'on peut construire avec le territoire du Bade-Wurtemberg et le territoire de Bâle, donc le territoire allemand et suisse. Et donc ces compétences-là, nous les appelons de nos voeux de pouvoir les récupérer. En août 2018, le rapport remis au Premier ministre par le préfet Marx reconnaît le désir d'Alsace et évoque les différentes pistes institutionnelles pour le concrétiser. À sa suite, le Premier ministre confie à Jacqueline Gouraud, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, la mission de mener les négociations. S'engage alors un round de discussion jusqu'à la signature de l'accord du 29 octobre. Le travail que nous avons pu construire avec la ministre Jacqueline Gouraud, mais aussi le ministre Blanquer, ont contribué à améliorer la copie. C'est vrai que je dois vous avouer que je n'aurais pas signé. Aujourd'hui, nous signons. C'est qu'un début, il y a encore des marges de progrès à avoir. Là, il va falloir maintenant travailler sur les outils juridiques à mettre en place. Et il va falloir que les deux départements délibèrent pour créer le support juridique qui va permettre la création de cette collectivité Alsace. Ainsi, l'accord stipule que la collectivité européenne d'Alsace sera issue de la fusion des deux départements dont elle récupérera les compétences. Elle disposera par ailleurs de compétences supplémentaires en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de tourisme et de transport. Le 26 novembre était posé le premier jalon de la future collectivité. À Célestat, les élus des deux assemblées se réunissaient pour adopter une résolution ainsi qu'une feuille de route dans le but de poursuivre le processus législatif. Écouter l'ensemble des conseillers départementaux sur quelle était leur vision, comment ils s'inscrivaient dans la démarche. Et il y a une détermination collective forte qui s'est exprimée, une volonté partagée d'aboutir et un soutien fort dont nous pouvons bénéficier de nos collègues, nous les deux présidents. Et ça, c'est effectivement important parce que ça nous aide dans la construction au quotidien du projet. Si l'Assemblée ainsi constituée n'a pas de valeur légale, les résolutions devant être prises séparément dans les deux assemblées départementales avant qu'elles soient réunies en 2021, les conseillers ont tout de même voté à l'unanimité le soutien à la démarche des deux présidences. L'opposition, quant à elle, n'a pas souhaité prendre part au vote. Donc, qui vote pour ? C'est vraiment une journée historique pour l'Alsace, puisque c'est la validation à l'unanimité par nos collègues des accords de Matignon que Frédéric Biry et moi avons signés le 29 octobre dernier avec le Premier ministre. Si cette réunion des assemblées départementales a une forte valeur en termes de symbole, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir d'ici 2021. La suite est de plusieurs ordres. Il y a la suite juridique, où nous prendrons les mêmes délibérations dans les deux collectivités départementales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc ça, c'est un premier élément. Nous allons travailler avec le gouvernement sur le contenu du texte de loi, parce que ça va être aussi un élément fondateur fort. Et en parallèle, nous rebalayons les futures politiques publiques pour voir comment on peut préfigurer déjà leur mise en œuvre. Et puis, nous regardons comment nous pourrons encore mieux améliorer les politiques publiques actuelles que nous portons dans chaque collectivité départementale.